Dans le silence feutré d'un soir d'hiver, les pas crissent sur la neige, et les secrets se glacent dans les cœurs. Une mariée avance vers son destin, mais derrière les sourires se cachent des murmures que seule l'ombre entend. L'élégance d'un bal, le froid d'un regard, et soudain, le mystère prend vie. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Prêt? Entrons dans l'histoire. Sous le manteau épais de l'hiver, la petite ville provinciale semblait s'être figée dans une attente solennelle. Les rues étroites, bordées de maisons aux toits chargés de neige, résonnaient d'un pas hâtif, d'un froissement de manteaux, et du carillon des cloches qu'on essayait déjà à la main avant la cérémonie. La blancheur glacée donnait à l'ensemble un air de pureté sévère, comme si la nature elle-même avait décidé de se faire juge de l'événement à venir. Des enfants, qu'on retenait par la main, regardaient avec curiosité les invités qui passaient, leurs visages rougis par le froid et leurs chuchotements étouffés dans la buée de leur souffle. Partout, on ne parlait que d'elle. Claire Duval, la jeune femme dont la beauté était admirée, mais dont la réputation suscitait encore des murmures prudents. Le mariage, en plein cœur de l'hiver, avait quelque chose d'étrange, presque de provocateur. Les préparatifs semblaient parfaits, mais sous la neige immobile, les habitants éprouvaient cette appréhension muette qui saisit parfois avant un drame, comme si les pas pressés et les rires forcés se heurtaient à un silence plus profond, invisible, tapi sous la glace. Parmi les arrivants, un homme d'allure singulière avançait à pas mesurés, soigneusement emmitouflé dans un manteau sombre. Hercule Poirot. Invité par un ancien ami, il avait accepté, non sans curiosité, de se rendre à ce mariage provincial. Lorsqu'apparut enfin la mariée, Claire Duval descendait lentement l'allée centrale, vêtue d'une robe immaculée, dont la blancheur éclatait presque trop vivement contre les ombres de l'église. Son visage, encadré d'un voile léger, semblait à la fois rayonnant et fragile, et Poirot, attentif, nota la pâleur excessive de ses joues. Ses mains tremblaient imperceptiblement lorsqu'elle serrait le bouquet, et ses yeux, malgré leur éclat, se détournaient trop vite des regards posés sur elle. Les invités échangeaient des commentaires étouffés, certains admiratifs, d'autres plus acides, rappelant à demi-mot ce passé qui, selon eux, aurait dû la condamner à rester seule. Hastings, à côté de Poirot, observa à voix basse « Elle est superbe, mais voyez donc comme elle semble mal assurée. » Poirot, sans répondre, s'inclina légèrement en avant, étudiant chaque détail comme un peintre qui juge une toile. Il nota que les applaudissements s'éteignaient trop vite, comme si derrière les sourires, chacun gardait en mémoire une histoire inavouée. Cette beauté, conclut-il intérieurement, n'était pas paisible. Elle semblait bâtie sur une inquiétude trop vive, comme une fleur fragile poussant dans la neige. Étienne Morel, le fiancé, se tenait droit à ses côtés. Sa stature, correcte et digne, semblait dépourvue de chaleur. Son sourire était mesuré, presque forcé. Il prit la main de Claire avec une courtoisie glacée, plus proche d'un geste d'obligation que d'une caresse. Poirot remarqua l'imperceptible crispation de ses lèvres, comme si chaque mot prononcé pesait trop lourdement sur sa conscience. Non loin de là, sa mère, Madame Morel, observait la scène avec des yeux durs. Sa main droite ne quittait pas son chapelet, dont les grains glissaient sans relâche entre ses doigts. Ses lèvres bougeaient, murmurant des prières. Alors que l'assemblée s'installait, une voix basse se fit entendre derrière Poirot. C'était un murmure, presque une pensée échappée. Elle n'aurait jamais dû porter du blanc. Poirot se tourna légèrement, mais ne distingua pas l'auteur de cette remarque. Il enregistra cependant le ton, ni ironique, ni moqueur, mais empreint d'une gravité mystérieuse, comme si cette robe immaculée avait quelque chose de mensonger ou d'interdit. Le détective fronça les sourcils et porta la main à sa moustache. Ce détail, insignifiant aux yeux des autres, prenait déjà pour lui une valeur symbolique. Dans son esprit méthodique, l'association entre la blancheur éclatante et un passé suspect s'inscrivit comme un indice à ne pas négliger. Il le rangea soigneusement dans sa mémoire, convaincu que ce fil ténu conduirait tôt ou tard à une révélation plus sombre. Lorsque les cloches de l'église se mirent à sonner, emplissant la nef d'un carillon triomphal, un mouvement brusque interrompit l'harmonie. Claire chancela. Son voile glissa à demi,
et son bouquet échappa à ses doigts. Un souffle parcourut l'assemblée. Certains se levèrent, d'autres murmurèrent une prière. Poirot, le premier, s'approcha, son regard fixé sur le visage de la mariée. Elle pâlissait à vue d'œil, et ses lèvres murmurèrent un mot presque inaudible. « Neige ». Puis elle s'évanouit, s'effondrant dans les bras d'une demoiselle d'honneur. Le silence qui suivit fut plus lourd que les cloches elles-mêmes. Tous restèrent figés, pétrifiés par l'étrangeté de ce malaise soudain. Poirot, baissant les yeux vers elle, sentit un frisson courir le long de son échine. Ce n'était pas un simple évanouissement, son instinct le lui soufflait. La cérémonie, déjà empreinte de tension, venait de basculer dans une inquiétude, le signe d'une crispation collective, comme si tous avaient conscience qu'une ombre planait sur cette union. L'événement, au lieu de rassurer, n'avait fait qu'approfondir une inquiétude latente. Après la cérémonie, les invités se dirigèrent vers l'antique demeure familiale des Morel. Le manoir, lourdement chargé de neige sur ses toits et ses balustrades, imposait sa silhouette sévère au milieu des arbres dépouillés. L'intérieur, chauffé par d'immenses cheminées, offrait un contraste frappant avec la rigueur du dehors, mais l'atmosphère n'en demeurait pas moins glacée. Les conversations s'élevaient en éclats dispersés, ponctués de rires trop forcés pour être sincères. On trinquait, mais les verres s'entrechoquaient avec prudence, comme si le cristal lui-même risquait de se briser à la moindre maladresse. Hastings, un verre à la main, tenta de s'intégrer aux discussions, mais fut surpris par la brièveté des réponses et la rapidité avec laquelle les regards se détournaient. Poirot, lui, avançait lentement, saluant d'un signe de tête, et notant avec soin ce mélange singulier de politesse et de réticence. Chaque pièce de cette maison ancienne semblait chargée d'un passé pesant, et les invités, au lieu d'alléger l'ambiance, semblaient ployés sous le poids de traditions et de rancunes invisibles. Le marié, Étienne Morel, accueillait les félicitations avec une correction irréprochable, mais sans chaleur. Sa posture droite, ses gestes maîtrisés et son sourire calculé donnaient l'image d'un homme qui accomplit un devoir plutôt qu'il ne célèbre un bonheur. Poirot observa la tension dans son visage, la raideur de sa mâchoire lorsqu'il se penchait vers les invités. Il prononçait les formules convenues. « Merci, c'est trop aimable », mais son ton restait monocorde. Claire, à ses côtés, tentait de sourire. Non loin d'eux, Madame Morel, la mère du marié, s'était assise dans un fauteuil dont elle paraissait le prolongement. Son visage austère demeurait impassible, mais ses mains révélaient l'agitation qu'elle contenait. Le chapelet roulait sans cesse entre ses doigts, grain après grain, comme si chaque prière récitée servait à réprimer une révolte muette. Ses lèvres remuaient, mais ses yeux, sombres et fixes, s'attardaient sur Claire avec une intensité qui ne pouvait être confondue avec de la tendresse. Poirot, qui se tenait à une distance respectueuse, observa cette contradiction. Une femme de piété fervente, dont la dévotion prenait des allures d'hostilité. Hastings, troublé, murmura qu'une telle ferveur ne pouvait être qu'un signe de vertu. Poirot secoua la tête. La vertu, mon ami, peut parfois se transformer en arme redoutable, surtout lorsqu'elle se drape dans le silence. Le murmure des grains de chapelet ajoutait à l'ambiance du salon une note étrange, comme une litanie accusatrice qui ne cessait de peser sur l'air déjà alourdi de non-dits. Dans ce cercle tendu, une autre présence se distinguait. Henriette Rousseau, amie d'enfance de Claire. Sa silhouette menue semblait flotter entre les groupes d'invités, mais ses yeux, vifs et insistants, ne quittaient jamais le couple. Elle suivait chaque mouvement, chaque échange de regards, avec une intensité presque jalouse. Ses sourcils se fronçaient quand Étienne parlait à sa femme, et ses lèvres se pinçaient devant chaque signe de proximité, si minime fût-il. Poirot, observant en coin, nota cette expression qu'il connaissait bien, celle d'une femme qui se compare et se mesure, convaincue d'avoir été éclipsée par une autre. Les jalousies anciennes, pensa-t-il, sont comme des cendres couvertes de neige. Elles semblent éteintes, mais il suffit intrigué par son ami qui observait tout avec tant d'attention, osa demander ce qu'il cherchait. Poirot se contenta de sourire. Les symboles, mon cher, parlent parfois plus clairement que les mots. Alors que la soirée avançait,
Un cri retentit soudain dans la cour enneigée, déchirant la façade polie de la réception. Le silence s'abattit aussitôt dans le salon, puis des pas précipités se dirigèrent vers la grande porte. Hastings, blême, se tourna vers Poirot, mais celui-ci s'était déjà levé, son visage fermé. Dans le jardin, à la lueur vacillante des lanternes, une scène d'effroi s'imposa. Le corps de Claire gisait dans la neige, immobile, sa robe blanche se confondant avec le manteau glacé qui l'enveloppait. Le bouquet, renversé à ses côtés, dessinait une tache sombre sur le sol. Autour, les invités se bousculaient, pétrifiés, murmurant des exclamations incohérentes. Poirot s'approcha lentement, ses moustaches tremblant à peine, et un frisson parcourut son échine. Car ce qui s'étendait devant lui n'était pas un simple malaise. C'était la première manifestation d'un mystère plus profond, et peut-être d'un crime. Le corps de Claire gisait dans la neige, immobile, vêtu encore de la robe de mariée qui, sous la clarté froide de l'hiver, paraissait plus spectrale que festive. Ses traits, étonnamment sereins, contrastaient avec la crispation de ses mains, qui serraient obstinément un brin de jasmin glacé. Le parfum discret de la fleur semblait incongru dans ce jardin pétrifié par le gel. Autour d'elle, les invités formaient un cercle silencieux, partagé entre l'horreur et la fascination. Étienne, livide, demeurait figé, incapable de s'approcher. Madame Morel murmurait des prières, les doigts de son chapelet courant plus vite que ses lèvres. Henriette, quant à elle, fixait. Poirot s'agenouilla près du corps, ses moustaches frémissant légèrement sous l'air glacé. Il observa avec minutie les plis de la robe, la position des bras, l'inclinaison de la tête. Rien ne trahissait un combat, aucune trace visible de violence. La neige autour de Claire était intacte, comme si elle s'était simplement allongée là pour s'endormir. Pourtant, le détective fronça les sourcils. La sérénité du visage contrastait trop avec la crispation des doigts. Ce contraste ne pouvait être accidentel. Il tendit la main et examina le brin de jasmin, remarquant la fraîcheur inhabituelle de la tige. Il y a ici, pensa-t-il, une contradiction que mes petites cellules grises ne sauraient ignorer. Le silence du jardin, troublé seulement par le souffle court des spectateurs, semblait accentuer le mystère. Hastings, penché à ses côtés, murmura que tout ressemblait à une mort paisible. Poirot, sans lever les yeux, répondit doucement. « Paisible en apparence, mon ami, mais l'apparence est souvent la plus perfide des illusions. » Se redressant, Poirot commença à examiner la neige alentour. Les empreintes étaient nettes, régulières, celles de Claire, depuis la porte du manoir jusqu'à l'endroit où elle s'était effondrée. Mais ce qui frappa aussitôt l'esprit du détective fut leur isolement. Aucune autre trace ne venait s'y mêler. Pas de pas d'un poursuivant. Pas même une approche furtive. Hastings, perplexe, se pencha pour mieux voir. « Personne n'a pu l'accompagner » demanda-t-il. Poirot secoua la tête, ses yeux brillants de curiosité. « C'est là, mon ami, que se trouve l'énigme. Une jeune femme ne meurt pas seule dans la neige, sans témoin, sans cause apparente. » Il fit quelques pas, suivant le chemin immaculé, et s'arrêta à l'endroit où les traces s'interrompaient brusquement. « Une trace, dit-il enfin, et comme une phrase incomplète, elle appelle une suite. » Et il décida de la garder en mémoire, avec une gravité particulière. Lorsque les gendarmes locaux arrivèrent, convoqués dans la hâte, leur conclusion fut immédiate. Après avoir entendu des témoins évoquer la pâleur et le malaise de Claire dans l'église, ils conclurent qu'elle avait succombé à une faiblesse nerveuse. Le commandant affirma que l'évanouissement, suivi d'une sortie solitaire dans le froid, révélait un geste désespéré. Une jeune femme fragile, tourmentée par son passé, voilà tout, déclara-t-il avec assurance. Poirot, qui l'écoutait en silence, esquissa un sourire ironique. « Vous allez trop vite, messieurs, » dit-il doucement. « Le désespoir, il se lit dans les yeux, dans les lettres laissées, dans les gestes. Ici, je vois autre chose. » Hastings protesta que la scène ne montrait pourtant pas de lutte. Poirot répondit « Justement, mon ami. L'absence de lutte n'est pas toujours signe de paix, mais parfois d'un piège bien conçu. » Les gendarmes, sceptiques, hochèrent la tête,
convaincu que le petit détective étranger cherchait des complications inutiles. Mais Poirot, lui, savait que cette mort recelait plus qu'un simple drame intérieur. Sans bruit, Poirot entreprit ses premières démarches auprès des membres de la maison. Il ne posait pas de questions directes, mais observait, attentif aux intonations, au silence, aux gestes qui en disaient davantage que des paroles. Un domestique, interrogé sur la soirée, se troubla en évoquant la coupe de champagne renversée près de la mariée. Une cousine de la famille Morel parla, les yeux fuyants, du malaise de Claire qui n'avait pas voulu goûter au gâteau. Chacun donnait des réponses brèves, parfois évasives, comme s'il existait une vérité tacite que personne n'osait formuler. Hastings, impatient, trouvait ces conversations trop vagues pour avancer. Poirot, en revanche, s'en satisfaisait. La vérité, dit-il, se cache souvent dans ce que les gens choisissent de taire. Dans la chambre de la défunte, Poirot inspecta les effets personnels de la mariée. La robe de rechange, les bijoux posés sur la coiffeuse, un petit carnet. Mais un objet manquait. Le pendentif d'argent que Claire portait encore au cou lors de la cérémonie. Hastings s'en souvint également. J'en suis certain, Poirot, elle l'avait lorsqu'elle est entrée à l'église. Le détective hocha la tête, son regard brillant d'un éclat nouveau. Alors, mon ami, si ce bijou a disparu, ce n'est pas un hasard. Ce que l'on dérobe n'est jamais insignifiant. Il s'attarda sur ce détail, réfléchissant à la symbolique d'un bijou porté près du cœur, comme un secret intime ou une confession silencieuse. La disparition de ce locket confirmait ce qu'il pressentait. La mort de Claire n'était pas le fruit d'une faiblesse, mais d'une intention. Et cette intention, soigneusement dissimulée, commençait à se dessiner dans l'esprit ordonné de Poirot. Dès les premières heures qui suivirent la découverte du corps, Poirot entreprit, avec une discrétion étudiée, de rencontrer séparément les proches de la défunte. Son attitude, polie et presque bienveillante, n'avait rien de l'interrogatoire policier. Il parlait doucement, inclinant la tête, écoutant plus qu'il ne questionnait. Mais derrière cette douceur se cachait une pénétration aiguë. Chaque pause, chaque silence, chaque détour de phrase devenait pour lui un signe à interpréter. Hastings, témoin de ces entretiens, s'étonnait de l'habileté avec laquelle son ami amenait ses interlocuteurs à livrer, souvent malgré eux, une confiance ou un détail révélateur. Poirot savait que le deuil recouvrait d'un voile épais des rancunes anciennes, mais il savait aussi que ce voile pouvait se soulever à condition de ne pas brusquer. « C'est une question de psychologie, mon cher, » dit-il à voix réelle que ces mots laissaient percer. Car si Étienne n'aimait pas véritablement Claire, il semblait porter en lui un poids de ressentiment, celui d'avoir sacrifié ses désirs personnels à une obligation familiale. Poirot, lissant sa moustache, nota ce détail dans son esprit. Derrière le masque de l'époux froid se cachait un homme prisonnier de ses propres chaînes. La veuve Morel, installée dans un fauteuil près de la cheminée, accueillit Poirot sans chaleur, mais sans hostilité manifeste. Son chapelet roulait sans cesse entre ses doigts, et sa voix, lorsqu'elle prit la parole, vibrait d'une fermeté glaciale. Elle affirma avoir mis son fils en garde. Claire Duval, disait-elle, portait avec elle un passé trop lourd, une réputation entachée par des rumeurs qu'elle n'avait jamais démenties. Une femme de ce genre, monsieur Poirot, n'apporte que le malheur, lâcha-t-elle d'un ton sans appel. Le détective, d'un signe de tête, l'encouragea à préciser, mais elle refusa, resserrant ses doigts sur les grains du chapelet comme pour sceller ses lèvres. Poirot remarqua ce contraste frappant. Une piété inlassable servait ici de rempart à une hostilité farouche. Le silence obstiné de Madame Morel en disait plus long que ses paroles. Non seulement elle avait désapprouvé l'union, mais elle nourrissait une conviction profonde que ce mariage devait finir dans la ruine. Les jugements trop rapides, pensa Poirot en se levant, sont souvent les plus dangereux. Pourtant, il savait que dans ce mutisme volontaire se trouvait un fil précieux de l'énigme. Lorsque Poirot s'entretint avec Henriette Rousseau, l'amie d'enfance de Claire, il perçut d'emblée une amertume soigneusement contenue. La jeune femme, vêtue avec une sobriété presque austère, se mit à parler de Claire avec des intonations ambiguës, où l'admiration se peu à peu, au fil de ses confidences, un portrait complexe de Claire Duval se dessinait dans l'esprit de Poirot.
Aux yeux de certains, elle était une femme admirable, à la beauté fragile et lumineuse. Aux yeux d'autres, elle demeurait une créature dangereuse, qui séduisait mais détruisait. Son passé, jamais totalement clarifié, oscillait entre admiration et reproche, compassion et rancune. Les murmures de ses anciennes liaisons, la tragédie de son fiancé perdu, l'ombre d'un enfant non reconnu qu'on évoquait à demi-mot, formaient un tissu d'allusions et de soupçons. Cette vie, marquée de secrets et de contradictions, plaçait Claire dans une position singulière, honorée dans la lumière publique, mais condamnée dans l'intimité des esprits. Poirot comprenait que la mariée avait été enfermée dans une cage de jugements et de silence, plus lourde que n'importe quelle chaîne visible. Il se dit alors que, dans ce passé fragmenté, se trouvaient sans doute les racines du drame présent. Mais il manquait encore le lien, la preuve tangible qui relierait ces ombres anciennes au froid cadavre étendu dans la neige. Se retirant un moment dans la bibliothèque du manoir, Poirot laissa ses petites cellules grises organiser les éléments récoltés. Étienne, prisonnier d'un mariage de convenance, cachait une rancune muette. Madame Morel, enfermée dans une religiosité sévère, rejetait violemment la mariée. Henriette, rongée par la jalousie, rappelait un passé meurtri par un suicide. Chacun, à sa manière, entretenait un grief contre Claire. Pourtant, malgré la force psychologique de ses ressentiments, aucun ne suffisait encore à expliquer le geste ultime. Car le crime, songea Poirot, n'est jamais seulement une question d'émotion. Il suppose une opportunité, un calcul, une mise en œuvre. Il notait les fils psychologiques, une trace dans une chambre fermée, une présence que l'on nie. Il se redressa lentement, la main sur sa moustache, méditant sur ce signe muet qui venait s'ajouter au mystère. Cette empreinte solidaire ouvrait une brèche dans les explications faciles et renforçait en lui la conviction que la vérité, dissimulée derrière des visages pieux ou pleins de douleur, ne tarderait plus à se révéler. Dans le silence glacé de la chambre où reposait désormais Claire, Poirot prit entre ses doigts gantés le brin de jasmin qu'elle serrait encore dans la mort. La blancheur délicate des pétales semblait à la fois un symbole de pureté et une énigme funeste. Qu'avait donc à faire une fleur exotique au cœur d'un jardin enseveli sous la neige? Le contraste lui parut trop frappant pour n'être qu'un hasard. « La nature, mon ami, a toujours sa logique, dit-il à Hastings. Mais le crime, lui, aime les symboles. » Dans ce geste figé, Poirot voyait l'empreinte d'une intention. Offrir à la mariée un objet apparemment inoffensif, mais chargé de signification cachée. Le jasmin, parfum subtil des serres ou des bouquets rares, ne pouvait venir que d'une main qui savait ce qu'elle faisait. Il pressentit que cette fleur n'était pas une parure de noces, mais un message. Peut-être même une arme dissimulée sous les apparences. Ayant quitté la chambre, Poirot retourna dans le jardin, ses moustaches frémissant légèrement dans le froid vif. Il se pencha de nouveau sur la neige où reposait la mariée et suivit des yeux le mince sillon de gouttelettes fondues. Elle s'alignait en une trace régulière, comme le fil d'un collier invisible qui aurait glissé de main en main. « Remarquez, Hastings, dit-il en désignant les petites taches sombres. La neige garde les secrets, mais elle les trahit aussi. » Hastings, perplexe, suggéra qu'il s'agit de retour parmi les effets de la défunte. Poirot examina une nouvelle fois les bijoux laissés sur la coiffeuse. Une paire de boucles simples, un bracelet sans valeur, une bague modeste. Mais il manquait un objet qu'il avait noté dès la cérémonie. Le pendentif d'argent, discret mais précieux, que Claire portait à son cou. Hastings confirma sa mémoire. « Je l'ai vue briller quand elle s'est avancée dans l'allée Poirot. » Le petit Belge inclina la tête. Alors, s'il a disparu, ce n'est pas par hasard. Était-ce un vol commis pour masquer un motif? Ou au contraire un objet soustrait par superstition, comme un symbole qu'on voulait effacer? Poirot se rappela la gravité avec laquelle Claire tenait souvent ce bijou entre ses doigts, comme une relique intime. Il pressentit que ce pendentif pouvait contenir un secret, peut-être une photo, une inscription, un souvenir trop compromettant pour qu'on le laissât exposer au regard. Le mystère du loquet devenait dès lors un fil essentiel de son enquête. Poirot, les yeux clos un instant, reconstitua mentalement la soirée.
Il revoyait Claire descendant l'allée, applaudi, admiré, entouré d'honneur. Mais derrière cette façade, il percevait désormais son isolement cruel, la pâleur de son visage, le tremblement de ses mains, le sourire forcé qu'elle adressait à des regards hostiles. Elle avait été une mariée célébrée en public, mais privée de tous réconforts intimes. L'Assemblée, loin de la soutenir, l'avait surveillée, jaugeant chacun de ses gestes, comme pour vérifier si elle méritait bien cette robe blanche. Poirot soupira doucement. Elle était comme la flamme d'une bougie dans un couloir de vent, murmura-t-il. Le contraste entre la chaleur supposée d'une fête et la solitude intérieure de la mariée révélait une vérité poignante. Claire avait s'imprima dans son esprit. Derrière les prières répétées se cachait peut-être la main qui avait décidé d'ôter la vie. Hastings, qui s'efforçait de suivre les méandres de l'enquête, avoua à Poirot ses soupçons. Pour lui, la jalousie d'Henriette Rousseau était manifeste et suffisait à expliquer l'affaire. Cette jeune femme, Poirot, je suis certain qu'elle n'a jamais supporté de voir Claire heureuse, dit-il avec conviction. Poirot sourit avec indulgence. Vous allez trop vite, mon ami. Les choses ne sont pas si simples. Une jalousie, oui, mais est-elle assez forte pour conduire à un meurtre? Il insista sur la prudence nécessaire. Les apparences, Hastings, sont comme la neige. Elles cachent souvent une glace traîtresse en dessous. Hastings protesta qu'il fallait bien un suspect, mais Poirot secoua la tête. Nous ne cherchons pas seulement un coupable, nous cherchons la vérité. Et pour lui, la vérité était encore voilée, cachée derrière des gestes symboliques qu'il commençait seulement à relier. La patience de Poirot fut récompensée lorsqu'un domestique rapporta avoir trouvé, dans le confessionnal de l'église, le pendentif manquant. L'objet reposait là, discret, comme abandonné dans une cachette empreinte de religiosité. Poirot prit le bijou avec une gravité particulière. Dans un confessionnal, Hastings, quel symbole! C'est l'endroit où l'on dépose son fardeau de culpabilité. Cette découverte ne pouvait être le fruit du hasard. Celui ou celle qui l'avait caché avait cherché à associer son geste à l'idée d'expiation. Mais était-ce pour demander pardon, ou pour camoufler une vérité trop compromettante? Poirot, en examinant le fermoir, se demanda ce que le loquet contenait jadis, ou ce qu'il signifiait pour Claire. Ce n'était plus seulement un indice matériel, c'était un aveu. Poirot, avec son pas mesuré et son sourire affable, reprit son enquête dans les couloirs feutrés du manoir. Il choisit de ne pas brusquer les proches, préférant des échanges fins d'anecdotes, de condoléances ou de simples observations du quotidien. Au domestique, il demanda comment Claire se comportait avant la cérémonie, obtenant des bribes de confidence sur son air préoccupé, ses promenades solitaires dans le jardin enneigé, ses silences prolongés devant un petit coffret qu'elle gardait dans sa chambre. Les cousines parlèrent à demi-mot d'un secret que l'on taisait, d'une histoire ancienne qu'on ne rappelait jamais en présence de Madame Morel. Chaque fragment, pris isolément, paraissait anodin, mais rassemblé dans l'esprit du détective, il formait déjà l'ombre d'un passé enfoui. Poirot notait avec soin les contradictions. Certains décrivaient Claire comme une femme fragile, d'autres comme une créature de courage. « Voilà mon cher Hastings, » murmura-t-il. « La vérité est comme une tapisserie dont on voit l'envers. Des fils confus, mais si l'on retourne, un dessin apparaît. » Ce dessin prit forme lorsqu'un ancien domestique, interrogé avec douceur, finit par livrer un aveu à voix basse. Des années auparavant, Claire avait donné naissance à un enfant hors mariage, événement soigneusement caché aux yeux du monde. Le scandale aurait été trop lourd pour la famille Duval, et l'enfant fut confié à des parents éloignés, vivant dans une autre région. On n'en parlait jamais, expliqua le vieil homme. Mais elle recevait parfois des lettres, et alors, ses yeux brillaient d'une tendresse qu'elle ne montrait pas autrement. Poirot hocha lentement la tête, songeant à la difficulté d'une existence marquée par un secret aussi lourd. L'honneur et la réputation, dans une petite ville, pèsent parfois davantage qu'une vie entière. Pour Claire, ce passé demeurait intérieur, expliquait sa pâleur, ses gestes tremblants, ses absences de pensée. Poirot, méditatif, expliqua à Hastings. « La douleur qui n'est pas dite devient un poison, mon ami.
Elle tue lentement l'âme, ou attire la main d'un autre qui frappe. Il comprit que la mort de l'enfant avait été la clé d'une spirale. Elle avait fragilisé Claire au point de la rendre vulnérable, et peut-être avait-elle offert à un cœur haineux l'occasion de justifier l'impardonnable. Lorsque Poirot aborda la question du passé de Claire devant Madame Morel, il remarqua la crispation immédiate de ses traits. Ses doigts, nerveux, firent courir les grains du chapelet avec une hâte inhabituelle. Elle finit par admettre qu'elle connaissait l'existence de l'enfant illégitime. Mais loin de témoigner la moindre indulgence, sa voix résonna d'une sévérité glaciale. « Une femme qui a failli une fois, déclara-t-elle, porte pour toujours la marque de la faute. » Elle évoqua la honte qu'un tel secret aurait infligée à son fils, et ajouta, les lèvres serrées, que la mort de Claire n'était que la conséquence inévitable de ses propres choix. Poirot, sans répondre, observa la contradiction entre sa ferveur religieuse et l'absence totale de charité dans ses propos. La morale sans compassion, pensa-t-il, devient une arme plus tranchante qu'un couteau. Ce n'était plus la désapprobation d'une belle-mère, mais une condamnation impitoyable qui révélait la dureté d'une âme prête à juger sans appel. Henriette Rousseau, de son côté, fut moins contenue. En présence de Poirot, sa rancune éclata comme une fièvre longtemps retenue. Elle parla de l'admiration que Claire suscitait depuis l'enfance, sa beauté, son aisance, son pouvoir d'attirer les regards. Mais derrière ces paroles s'insinuait une aigreur qui déformait chaque souvenir. Elle rappela comment André Villard s'était détruit après la rupture des fiançailles, et son ton laissait entendre qu'elle aurait préféré voir Claire partager ce destin plutôt que d'en réchapper indemne. Elle vivait toujours à mesure qu'il recueillait ces fragments de vérité. Poirot assembla le tableau dans le silence de son esprit. Ce crime n'était pas né d'un simple intérêt matériel, mais du poids psychologique de sentiments délétères. La honte avait entouré Claire comme une ombre constante, l'ayant réduite à vivre dans la crainte du jugement. La jalousie, chez Henriette, s'était envenimée jusqu'à devenir un poison. La religiosité intransigeante de Madame Morel avait, quant à elle, remplacé la pitié par une implacable condamnation. « Voyez-vous, Hastings, » expliqua Poirot avec gravité, « ce meurtre n'est pas seulement l'œuvre d'une main. Il est l'aboutissement d'un climat où la compassion manqua, où l'on substitua la cruauté au geste de bonté. » Il comprit alors que pour résoudre l'affaire, il ne suffisait pas de chercher qui avait agi. Il fallait dévoiler le tissu d'émotions toxiques qui avait rendu ce geste possible. La nuit avançait, et l'air froid s'infiltrait dans les couloirs du vieux manoir. Poirot, le visage grave, décida que l'heure était venue. Avec une autorité calme mais inflexible, il fit prévenir chacun des protagonistes, Étienne, Madame Morel, Henriette, ainsi que quelques témoins proches. On les rassembla dans le grand salon, éclairé de bougies dont la lumière vacillante jetait des ombres longues sur les murs anciens. Les convives, nerveux, se tenaient immobiles, attendant l'annonce qui viendrait briser le silence. Poirot, se tenant debout près de la cheminée, promena son regard d'un visage à l'autre. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix claire, le moment est venu de lever le voile. Le meurtrier de Claire Duval se trouve parmi nous. » Ces mots posés avec lenteur frappèrent la salle comme une sentence. L'attente, lourde et oppressante, fit frissonner l'assemblée. La vérité rappelait les éléments que nul ne pouvait expliquer. Le corps de Claire gisait dans la neige sans trace de lutte, et pourtant sa mort n'était pas naturelle. Un seul pas, isolé, avait été retrouvé dans la chambre nuptiale fermée, contradiction manifeste. Puis il évoqua les gouttelettes fondues, perturbant l'ordre immaculé du jardin glacé. Enfin, il cita le gant blanc maculé de cire, laissé près de la table du festin. « 3 faits, déclara Poirot, qui semblent insignifiants, mais qui ensemble composent un langage. » Étienne fronça les sourcils, Henriette détourna les yeux, et Madame Morel resserra ses doigts sur son chapelet. Le crime, mes amis, laisse toujours une signature. Ici, elle est écrite dans la neige, dans la cire et dans l'eau. Il nous faut seulement savoir les lire. Son calme faisait contraste avec la tension palpable qui montait chez ses auditeurs.
Le petit détective entreprit alors de dérouler la trame avec la précision d'un horloger. Claire, expliqua-t-il, avait été isolée au milieu de la fête, entourée d'une courtoisie glaciale mais privée de protection. C'est alors, au moment des toasts, qu'on lui avait remis un présent symbolique, un brin de jasmin. Elle l'avait accepté sans méfiance, croyant à un geste aimable, et l'avait conservé jusqu'à son dernier souffle. L'empoisonnement n'avait pas nécessité de lutte. La substance, invisible et lente, avait agi de façon subtile, donnant à la mort un aspect presque serein. Après la chute de la mariée, celui qui avait préparé ce stratagème avait laissé derrière lui des traces involontaires. Le gant marqué, les gouttes d'eau bénite, l'empreinte solitaire. Chacun de ces indices, expliqua Poirot, démontrait non pas l'improvisation mais la préméditation réfléchie d'un esprit convaincu de la justesse de son acte. Poirot rappela le moment précis où ce brin avait été remis à Claire. Pendant le toast, lorsque tous levaient leurs verres et que l'attention générale se portait vers les mariés. Le geste avait paru naturel, un compliment d'usage, et personne n'y avait vu malice. Mais sous ce voile de fête, la mort avait été glissée avec une discrétion diabolique. La mariée avait approché la fleur de son visage, en avait respiré l'arôme, et la sentence s'était accomplie. Poirot conclut que seule une main proche, ayant autorité et occasion, pouvait agir ainsi sans éveiller la méfiance. Ce fut un meurtre commis non pas dans la colère, mais dans le silence rituel d'une bénédiction détournée, déclara-t-il. Étienne leva des yeux hagards, comme frappé par une révélation qu'il n'osait nommer, tandis que Madame Morel pâlissait dans l'ombre. Alors Poirot se tourna vers Madame Morel. Sa voix demeura respectueuse, mais son regard brillait d'une intensité qui perçait toute défense. Il parle de sa ferveur religieuse, de son chapelet toujours serré entre ses mains, de ses prières incessantes. Puis, il exposa le paradoxe. Une piété apparente qui, loin de nourrir la miséricorde, avait servi de masque à un refus implacable. « Vous avez jugé Claire comme indigne, dit-il doucement, et vous avez choisi de la condamner. » Le visage de la veuve se contracta, mais elle ne protesta pas. Poirot continua. « Vous craignez que ce mariage ne souille votre nom, que votre fils ne partage son destin avec une femme marquée par la faute. Votre foi, madame, n'a pas inspiré le pardon, mais l'exécution. » L'atmosphère devint lourde, et chacun retint son souffle. Poirot brandit alors l'ultime indice, les gouttelettes fondues retrouvées dans la neige. Elles n'étaient pas de la cire, ni un accident. Horreur. Hastings, bouleversé, murmura à Poirot. « C'est terrible, mon ami. » Le petit détective répondit avec gravité. « Oui, mais la vérité, elle ne pardonne jamais les illusions. » Ainsi, dans le silence oppressé du salon, la culpabilité de Madame Morel apparut au grand jour, nue et incontestable. Lorsque le tumulte retomba, le manoir des Morel se retrouva plongé dans un silence d'une lourdeur accablante. Les murs qui, quelques heures auparavant, avaient résonné de musique, de rires forcés et de prières, ne vibraient plus que du poids de la honte. Les domestiques erraient à pas feutrés, comme si leurs gestes pouvaient briser le fragile équilibre du moment. La révélation de Poirot avait anéanti ce qui restait d'honneur dans la maison. Plus de célébration, plus d'avenir lumineux. Seule demeurait l'image d'une mère effondrée dans ses prières, désormais réduite à une plainte stérile, et d'un fils dont la vie venait de s'engloutir dans le scandale. L'air même semblait plus froid, comme si la neige au dehors avait pénétré les pierres du manoir. Poirot, observant cette désolation, songea que la vérité avait ce pouvoir. Elle ne détruit pas seulement l'illusion du crime, mais elle met aussi à nu les âmes qui l'entouraient. Étienne Morel, resté seul dans la bibliothèque, avait enfoui son visage dans ses mains. Ses épaules, jusque-là droites sous le poids de la fierté familiale, tremblaient désormais d'un sanglot qu'il n'essayait plus de contenir. La mort de Claire le plongeait dans une douleur sincère qu'il n'avait peut-être pas soupçonnée lui-même. Il avait épousé une femme qu'il ne croyait pas aimer, mais à présent il découvrait, trop tard, que son absence creusait un gouffre en lui. Ses larmes portaient une double amertume, le chagrin d'avoir perdu son épouse et le soulagement amer de voir un secret éclater,
celui qui aurait tôt ou tard consumé leur union. Si seulement, murmura-t-il sans finir sa phrase, comme si chaque mot ajoutait une pierre à son fardeau. Poirot, le regard fixé sur lui, songea que le mariage, commencé sous le signe de la contrainte, se terminait dans une liberté douloureuse, celle que seule la mort accorde. Pendant ce temps, Henriette Rousseau s'était retirée près d'une fenêtre donnant sur le jardin. La neige tombait en silence, recouvrant peu à peu la trace du drame. Ses yeux suivaient les flocons avec une fixité étrange, et ses lèvres laissèrent échapper une phrase presque murmurée. Elle était trop pure pour l'hiver. Ces mots contenaient à la fois une reconnaissance douloureuse et un reste de jalousie. Car même dans la mort, Claire demeurait belle, entourée d'une aura qui échappait à Henriette. Elle songea à toutes les années passées dans l'ombre de cette amie, à la douleur de l'avoir courtisée, admirée, puis jugée, mais toujours au centre des regards. L'envie se mêlait à une forme d'admiration tragique. Henriette savait qu'elle survivrait à ce scandale, mais toujours marquée par ce fantôme qui, même disparu, continuerait de lui voler la lumière. Poirot, qui l'observait discrètement, comprit qu'ici encore se trouvait un... Hastings, troublé, s'approcha de son ami. « Poirot, je n'arrive pas à comprendre. Comment une mère peut-elle agir ainsi ?» Le détective secoua doucement la tête. « Mon ami, il ne s'agit pas seulement d'un crime de sang, c'est une tragédie née du froid intérieur. Vous voyez, ce n'est pas la neige qui tue, mais le gel des âmes. » Hastings fronça les sourcils. « Vous voulez dire que tout cela aurait pu être évité ?» Poirot pose une main bienveillante sur son bras. « Si au lieu du jugement, on avait offert la compassion, oui. Le cœur humain, Hastings, est plus dangereux qu'aucune arme quand il se ferme à la pitié. » Hastings demeura pensif, ébranlé par cette leçon que l'affaire imposait, car ce n'était pas seulement la révélation d'une coupable, mais la mise à nu d'une société où le silence et la honte écrasaient la vérité plus sûrement qu'un crime prémédité. Lorsque la maison sombra dans un calme pesant, Poirot sortit seul dans le jardin. La neige tombait toujours, lente et continue, effaçant déjà les traces du drame. Là où Claire s'était effondrée, il ne restait plus qu'un blanc uniforme, comme si la terre elle-même refusait de conserver la marque du crime. Poirot s'arrêta, le regard fixé sur cet endroit désormais indistinct. La neige recouvre, mais la mémoire, elle, demeure, murmura-t-il. Dans son esprit, il revoyait la jeune mariée, fragile, pâle, portant en elle un secret trop lourd pour une seule existence. Il sentit un pincement au cœur. La vérité avait triomphé, mais aucune vérité ne pouvait ramener la victime. Le vent glacé fit frémir son manteau, et il songea qu'un jour, peut-être, l'histoire de Claire Duval serait oubliée par le village, effacée comme ses empreintes. Mais pour lui, Hercule Poirot,